Un jour, le héros, confronté à une magie noire destructrice d'âmes, tomba dans un profond sommeil, laissant ses compagnons. Et 300 ans se sont écoulés depuis lors. Mais la paix retrouvée et le calme de la vie quotidienne n'étaient qu'une illusion. Et maintenant, le monde entier est plongé dans les ténèbres. Il y a 300 ans, lorsque le personnage principal a eu 31 ans, un héros est venu à la tour magique pour lui. La jeune fille dit qu'elle avait entendu dire qu'une fois tous les 100 ans, un génie magicien apparaissait, et elle lui demanda si c'était lui, l'appelant un garçon. L'archimage Lin regarda simplement la fille en silence, claquant le livre qu'il tenait dans sa main. Toujours silencieux, il s'approcha de l'étagère et, sous le regard de l'étranger, la rangea de l'étagère. Ignorant la fille derrière lui, Lin commença à trier les livres qui traînaient sur le sol, et la fille décida de l'appeler, lui demandant s'il pouvait l'entendre. Avec un visage de pierre, le gars a répondu qu'il n'était ni un génie ni un enfant, et qu'il s'appelait Lin. La fille rayonna et courut vers le gars, disant qu'il était vraiment le plus jeune archimage 4 étoiles de l'histoire, et elle dit qu'elle était alors venue au bon endroit. Elle sourit, regarda le dos du garçon et dit qu'il était encore un enfant. En riant, elle a dit qu'il était difficile de l'appeler un magicien de génie alors qu'il avait encore besoin de changer les couches. Elle a continué à lui demander de se joindre à sa fête, et ensuite elle les changerait pour lui tous les jours. Lin se retourna avec un visage sombre. Une boule de feu brillait dans sa main. La fille a immédiatement essayé de reculer, lui criant de ne pas se précipiter si vite, car elle plaisantait. Sans regarder où elle allait, l'étrangère s'est écrasé la tête la première contre une bibliothèque. Les livres qui se trouvaient en haute pile dans le placard se balançaient et tombaient comme la pluie. L'orbe dans la main de Lin s'éteignit et il fixa l'étranger qui était enterré sous ses livres. En voyant un tel spectacle, le gars ne pouvait s'empêcher de sourire et de rire. La fille est sortie des livres et a ri aussi. Et c'est à ce moment-là que Lin s'est intéressée à elle. La fille s'est présentée en disant que son nom était Esther Alter Shipurine. Et elle a dit qu'elle était une fausse guerrière de l'église du dragon de lumière céleste. Esther a demandé à Lin de l'aider à vaincre le vide qui se propageait depuis le jeune pôle. En d'autres termes, elle l'a invité à rejoindre son groupe de héros. Le groupe d'Esther comprenait déjà 2 personnages célèbres. Le célèbre archer de l'Empire Caïès et la prêtresse dragon de feu de la République Dragonne, Frida. En réponse à cette proposition, Lin dit à Esther qu'il ne voulait pas mourir. Ce à quoi la jeune fille demanda qui le voulait. Le gars a demandé à la fille s'il était aussi intéressé par ces deux-là qu'elle. Esther rit et répondit qu'ils étaient aussi fous qu'elle, mais qu'il y avait quelque chose d'encore plus intéressant. Lorsque Lin lui a demandé ce que c'était, la fille a répondu que c'était la paix, un mot qui a provoqué une étrange dissonance chez Lin, un homme qui avait étudié la magie dans la tour après avoir été sauvé des bidonvilles. Son objectif était de devenir le mage le plus haut gradé de l'Empire, un mage de rang 7 étoiles. On disait que si vous atteigniez la 7e étoile, vous pourriez voir la vérité du monde. Et Lin voulait atteindre une dimension où personne n'avait jamais mis les pieds auparavant. Vivre ici et lire des livres sur la magie pour le reste de ma vie ne serait pas mal. Mais pour atteindre la 7e étoile, il avait besoin de connaître le monde extérieur à la tour magique. Cependant, voyager sans but lui semblait ennuyeux et il se demandait s'il en avait vraiment besoin. Et puis cette héroïne maladroite est apparue et lui a proposé de sauver le monde. Et cette offre inattendue a suffi à le faire sortir du monde extérieur. Même s'il n'avait pas un sens ardent de la justice pour sauver le monde, il l'accepta. Caïès était un archer dont la précision diminuait de façon catastrophique sans boire. Il était également muet. Frida, la prêtresse, était une grande fumeuse. Elle disait qu'en tant que prêtresse des dragons de feu, elle devrait au moins pouvoir lancer un sort de respiration. Puis elle soufflait de la fumée noire au visage de Lin, poussant un rire fou. Après cela, un monstre pourrait soudainement apparaître et attaquer avec des cris forts. Et même si les membres du parti avaient leurs défauts, ils étaient maîtres dans leur art. Ce monstre se préparait à attaquer les gens et son œil s'illumina d'une lumière verte. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, un éclair de lumière brillante s'était déjà enroulé dans la main de Frida, l'aveuglant. Et puis une énorme vague de feu s'est dirigée vers le monstre. La fête était forte. Les terribles monstres qu'ils rencontrèrent sur leur chemin et les serviteurs de l'abysse qui s'approchèrent du serveur n'étaient rien pour eux. Esther plaisantait souvent avec Lin. Elle lui disait de ne pas oser tomber amoureux d'elle. Le soir, elle lui a demandé quand tout cela finirait et s'il voulait partir en voyage avec elle. Pendant que Frida se battait avec la batte, Esther dit nonchalamment à Lin qu'elle avait peur qu'il soit trompé par une autre fille, car il était si innocent. Et ainsi, en compagnie de ses compagnons,
Lynn passa 5 ans. Alors que leur voyage pour sauver le monde de l'abysse touchait à sa fin, le corps de Lynn commença à montrer des signes d'érosion. C'était le résultat de 5 années d'attaques ennemies. Avant la bataille finale avec l'abysse, il était en train de mourir, consumé par le poison qui empoisonnait son âme. Caïès regarda le sol d'un air maussade tandis qu'Esther appelait Lynn, l'exhortant à se réveiller. Elle a demandé à Frida de faire quelque chose, mais elle a répondu qu'elle ne pouvait pas lever cette malédiction. Des larmes coulaient sur le visage d'Esther lorsqu'on lui a dit que cela ne pouvait pas être guéri. La fille a protesté et a crié que Lynn ne pouvait pas mourir comme ça, mais Lynn a marmonné qu'il ne voulait pas mourir. Esther a crié qu'elle savait qu'elle trouverait un moyen. Il lui suffisait de s'accrocher. Soudain, Lynn se mit à tousser, des gouttes de sang s'échappant de sa bouche tandis qu'il serrait fermement ses vêtements. Soulevant sa veste, il montra à ses compagnons le seau sur sa poitrine, leur disant de ne pas trop s'inquiéter. Il s'est avéré qu'il s'agissait du Tiny Overlord's Filter Lapel, un sort d'immortalité gravé dans son cœur. Il contenait de la magie qui mettrait son corps dans un état de sommeil et le guérirait. Lynn murmura un sort et son corps commença à être recouvert de glace. Il ne savait pas combien de temps il lui faudrait pour revenir à la vie, mais c'était la seule option. Esther regarda avec de grands yeux la glace recouvrir le corps du garçon. Lynn tira faiblement sur sa cape et lui dit qu'il reviendrait. Il rigola et lui demanda de toutes ses forces de gagner. Souriante, Esther promit qu'elle le ferait. Elle lui dit que quoi qu'il arrive, ils devaient se revoir. Prenant ses mains, elle dit avec un sourire qu'ensuite tous les 4 iraient de voir le monde. Elle lui a dit qu'elle serait à ses côtés jusqu'à ce qu'il se réveille. Lynn lui a souri, lui promettant qu'elle le ferait, et la glace avait déjà atteint sa tête. La conscience de Lynn était aspirée par l'emprise froide de la mort. Il se sentait léger et vide, comme s'il s'enfonçait dans un marais. Finalement, il pensa au fait qu'il ne pouvait toujours pas voir la vérité du système magique de la 7e étoile. Lynn s'enfonçait de plus en plus profondément dans l'oubli. Pendant ce temps, Esther, Caïès et Frida sont retournés au combat. Leur voyage ensemble à travers le vaste monde s'est terminé ici. Cela s'est terminé devant l'armée de l'abîme, qui s'est précipitée en avant avec des cris terribles. Tout ce qui restait devant Lynn était l'obscurité. Mais en un instant, il était déjà fatigué de patauger dans l'obscurité. Lynn ouvrit les yeux. Une voix féminine vint du côté lui demandant s'il allait bien, et la femme lui apparut comme Rain. Se retournant à la voix, Lynn s'adressa immédiatement à elle en l'appelant « maman ». L'apparence de Lynn était maintenant différente. Ses cheveux étaient noirs et ses yeux étaient rouges, et il ressemblait à un adolescent. Lynn s'arrêta immédiatement net, pensant à l'origine de sa mère, puisqu'il était orphelin, et la femme le regarda d'un air interrogateur. Une lumière vive brillait quelque part sur le côté, et Lynn couvrit son visage avec sa main, se protégeant d'elle. En regardant autour de lui, il se rendit compte qu'il ne reconnaissait pas ces lieux. À côté de lui, il n'y avait pas un champ de bataille, mais une ville et sa foule. La femme a demandé au garçon pourquoi il agissait ainsi, et a dit que c'était la place des héros devant le Vatican. La femme a continué en disant qu'il y avait là un monument en l'honneur du groupe d'Esther. En entendant le nom familier, Lynn se retourna et vit une statue devant lui. Le monument contenait les noms et les dates de vie de tous les membres du groupe d'Esther. Lynn a demandé à la femme en quelle année on était, et elle lui a simplement demandé ce qui n'allait pas chez lui. Mais Lynn ne s'est pas calmée et a demandé à nouveau en quelle année on était. En expirant, la femme répondit qu'il était maintenant 1418 selon le calendrier thérésien. En entendant cela, le corps de Lynn devint froid, et il commença à se demander s'il était né de nouveau ou si sa mémoire avait été superposée au corps de quelqu'un d'autre. Il remarqua que la sensation dans ce corps était très étrange. Les souvenirs du rire d'Esther, du délire ivre de Case et de la fumée de cigarette de Frida étaient encore frais dans son esprit. Mais il réalisa avec effroi que tout cela s'était passé il y a 300 ans. D'une voix tremblante, Lynn demanda s'ils avaient regagné la dernière bataille, mais il pensa immédiatement que c'était une question inutile. Il pensait que s'ils n'avaient pas gagné, ils n'auraient pas érigé de monument à leur mémoire, et le ciel n'aurait pas été aussi paisible. Avec un lourd soupir, la femme lui demanda pourquoi il disait des choses aussi évidentes. Puis elle dit qu'il disait que maintenant, si vous montez dans la tour du Vatican, vous pouvez voir les restes gelés de Lord Lynn. Lynn n'a pas posé d'autres questions, mais a répondu d'une voix tendue qu'il comprenait. Il se demandait ce que cela signifiait qu'il ait pris le contrôle du corps de quelqu'un, continua la femme, disant que Lady Esther était restée aux côtés de Lord Lynn jusqu'à sa mort. Elle remarqua que c'était si beau et si triste, et elle demanda alors au garçon ce qu'il en pensait. Lynn, en réponse à cela, rit, en sueur,
et la femme lui demanda pourquoi il riait, parce que c'était une histoire triste. En se souvenant de ses derniers moments avec Esther, il pensait que c'était incroyable qu'elle ait tenu sa promesse. Lynn s'est approché du monument et a tendu la main vers la plaque. Il la toucha à peine avant de retirer sa main, pensant que quelqu'un n'avait finalement pas tenu sa promesse. Lynn a fondu en larmes et a dit qu'il n'avait pas tenu sa promesse. Lynn ne savait pas ce que les 3 hommes disèrent de lui ensuite, mais il est devenu un personnage historique. L'empereur lui érigea personnellement un monument. De nombreuses tours de magiciens et familles de magiciens le vénérèrent comme un saint. Et la mère de Reina regarda son fils avec enthousiasme. Perdu dans ses pensées, Lynn pensait à la façon dont ses 300 ans ne lui avaient laissé que de la magie. Ils lui ont laissé des souvenirs de voyage dans de nombreux endroits et les visages de ses camarades qui lui souriaient avec éclat. Aujourd'hui, ses aventures peuvent être racontées dans des livres. Aujourd'hui, ses souvenirs sont devenus des légendes. Il se souvient qu'Esther avait dit un jour que les moments deviennent des souvenirs lorsqu'ils sont partagés avec quelqu'un. Ces souvenirs ne sont donc pas encore des souvenirs. Jusqu'à ce qu'ils meurent et les rencontrent, ils resteront non partagés. Ce sont des souvenirs avec lesquels il doit vivre seul, comme un écho sans réponse. Remarquant un mouvement du coin de l'œil, Lynn se retourna et vit une tasse de thé. Souriante, Lynn accepta la tasse de la mère de Rain, pensant que ses amis étaient repartis maintenant. Mais ils lui avaient laissé ce monde. En regardant la tasse, il réfléchit à ce qu'il devait faire maintenant. Et puis il se souvint à nouveau d'Esther. Les yeux de Lynn s'écarquillèrent, et il pensa à ce qu'il devait encore manger et travailler. Le Saint-Empire humain a divisé la classe de mages en 7 niveaux. Finalement, Lynn a atteint le niveau 5 étoiles d'un mage. Seules 2 personnes dans toute l'histoire de l'Empire avaient atteint le niveau 6 étoiles, connu sous le nom de sage. Lynn pensait qu'on pouvait dire qu'il n'était pas arrivé au bout de la vérité, mais la mère de Raina lui fit un signe de la main, se préparant à partir. En voyant la main tendue, Lynn se souvint d'Esther et pensa que s'il n'était pas parti avec Esther, il aurait atteint le niveau 6 étoiles, puis serait devenu vieux et serait mort. Mais il le regretterait toute sa vie. Même si quelqu'un pouvait remonter le temps, il partirait voyager avec elle encore et encore. Mais maintenant qu'Esther est partie, la jeune fille espérait que ce monde serait rempli de rire. Alors que Lynn suivait sa mère dehors, elle pensait que ce monde, qu'elles avaient tous désespérément défendu ensemble, était vraiment comme elle le souhaitait. Il se souvint encore que ceux qui atteindraient la fin de la magie seraient capables de voir le vrai visage du monde. Donc, dans cette vie, il devait devenir un magicien 7 étoiles. S'arrêtant à nouveau devant la statue de ses amis, il pensa que pour échapper à cette tristesse et à ce vide, il allait essayer. Il se souvint d'Esther, avec un large sourire et les joues rouges, l'appelant à regarder la fleur. Il se souvenait que Frida avait dit que c'était trop romantique de montrer de telles choses à un gosse sans charme. Caïès ne regardait les fleurs que de côté. Lynn a alors crié qu'il préférait lire un autre livre de magie plutôt que de regarder celui-ci. Il a demandé ce qu'il y avait de si merveilleux dans ce champ de fleurs. Lynn pensait que les gens du groupe d'Esther étaient tous également excentriques, mais il aimait vraiment voyager avec eux. En regardant le ciel du coucher de soleil, Lynn, dans le corps de Rain, a dit au revoir à ses amis avec un sourire sur son visage. Il pensait qu'ils étaient désormais dans le passé et qu'ils ne pouvaient plus être ensemble. Les vivants, suivant le cours du temps, doivent se déplacer vers le futur. Lynn a fait un rêve dans lequel Esther lui demandait s'il regrettait de ne pas avoir de famille, ce à quoi le garçon a répondu qu'il ne connaissait même pas sa mère. Lynn a répondu qu'il ne savait même pas ce que c'était, donc il n'était pas intéressé. Il a grandi dans les bidonvilles. Si le directeur de l'école Osirius n'avait pas remarqué son talent magique et ne l'avait pas accueilli, il aurait vécu comme un orphelin et serait mort dans la rue. Frida est arrivée par derrière et a serré le gars dans ses bras en disant qu'il était une pauvre chose. Lynn la repoussa en criant que même s'il avait une famille, il ne saurait pas comment les traiter. Donc, il n'avait pas besoin d'une famille. Esther lui sourit, lui disant que ce n'était pas aussi difficile qu'il le pensait. Elle lui a dit de simplement les chérir, mais Lynn a pris le conseil avec un grain de sel. Esther sourit joyeusement, lui disant qu'il était un bon enfant et que tout s'arrangerait donc pour lui. Lynn entendit quelqu'un l'appeler. Il ouvrit les yeux, se réveillant à nouveau dans le corps de Rain. La femme de chambre entra dans la pièce, s'inclina et dit qu'elle allait préparer le petit déjeuner puisqu'il était réveillé. S'étirant, Lynn se dirigea vers le miroir et regarda son nouveau visage. Les souvenirs de l'ancienne vie de ce garçon gâté de 9 ans sont revenus à la mémoire il y a seulement 20 jours. Ce garçon, Rain, est le fils aîné de la famille Ludwig, l'une des 5 grandes familles de magiciens. Étant donné que Lynn est lui-même orphelin,
Il a dû travailler dur pour s'adapter à la vie dans une famille noble. Lynn entra dans la salle à manger et fut accueillie par la femme de chambre et la mère de Rain. Elle lui a demandé s'il pouvait aller dire à son père que le petit déjeuner était prêt. Elle a dit qu'il serait très heureux s'il venait. Lynn a souri, sans refuser. Quelques minutes plus tard, il arriva au bureau de son père, où il était assis à la table. Kevin Ludwig a remarqué son fils et lui a demandé s'il n'avait pas assez dormi. Son visage avait une mauvaise couleur. En ébouriffant les cheveux de son fils, il remarqua qu'il n'avait toujours pas l'air bien après le voyage. Regardant son père sans émotion, Lynn lui dit que le petit déjeuner était prêt. Kevin sourit et retira sa main, disant que c'était la seule raison pour laquelle il était venu ici, le remerciant. Il dit qu'il pouvait aller manger en premier. Lynn a demandé à l'homme s'il n'allait pas prendre son petit déjeuner, ce à quoi il a détourné le regard vers la table. Il y avait un morceau de papier avec des sceaux magiques sur la table. Kevin a dit que la présentation de la thèse était la semaine prochaine, donc il était pressé. L'homme a dit que son esprit était embrumé à cause du repas. Alors il a essayé de se concentrer et de faire autant qu'il le pouvait pendant les heures claires du matin. Et en regardant le journal, Lynn s'est demandé s'il était vraiment coincé là-dessus. Il a demandé à son père s'il voulait qu'il l'aide. Kevin lui a demandé s'il voulait le soutenir, ce à quoi le garçon a répondu qu'il voulait aider à résoudre le cercle magique. Kevin a dit que l'aide était la bienvenue, mais que sa mère le gronderait s'il était en retard pour le petit déjeuner. Mais Lynn ne l'a pas écouté et a pris le stylo. Alors que Lynn passait sa plume sur le papier, il disait que la magie était l'expression numérique des lois naturelles, puis leur distorsion. Il a dit que la rune Go complique l'équation et entre en conflit avec la main Sha. Il est donc préférable de la remplacer par la rune Gu. Lorsqu'il eut fini d'écrire, Lynn se tourna vers son père et lui dit qu'en utilisant l'équation impériale 41-2, il pourrait obtenir la réponse immédiatement. Kevin a pris le papier et a demandé si une telle méthode était possible. L'homme pensait qu'il s'agissait d'un problème difficile que même les meilleurs scientifiques ne pouvaient pas résoudre. Et pourtant, il s'agissait d'un sort de haut niveau vieux de 200 ans. Levant les yeux vers son fils avec surprise, Kevin lui demanda comment il avait deviné. En fouillant dans les souvenirs de Rain, Lynn réalisa que Rain, en termes de connaissances de base en magie, était une personne tout à fait ordinaire. Cependant, étant donné qu'il appartenait à une lignée de mages, cela signifiait qu'il n'avait pas hérité du talent pour la magie. Lynn n'a pas répondu à la question de son père et lui a demandé s'il pouvait prendre le petit déjeuner avec eux maintenant. Souriant, Kevin se précipita pour serrer son fils dans ses bras, lui disant que maintenant ils pourraient tous manger ensemble. La famille de Raina était petite, mère, père, sœur de 6 ans. Une petite fille, Seri, regarda dans la pièce où son frère était assis. Ses cheveux et ses yeux étaient les mêmes que ceux de Rain. C'était une fille douce qui avait hérité des traits de la famille Ludwig. Lynn se retourna, remarquant le regard de quelqu'un sur lui. La fille tressaillit lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été remarquée. Sans réfléchir à 2 fois, elle s'est enfuie. Lynn soupira lourdement, pensant qu'un tel comportement était tout à fait compréhensible. Parce que dans les souvenirs de Rain, il n'a jamais été gentil avec Seri. Au lieu d'être froid, il était simplement indifférent à tout. Lynn n'y pensa plus et retourna à son livre. La voix d'Esther résonnait dans sa tête, lui disant qu'il devait prendre soin d'eux, qu'il ne pouvait pas simplement s'enfuir. Lynn claqua le livre, les dents serrées de frustration, les mots sur lui étant un enfant gentil résonnant à nouveau dans sa tête. Seri, qui se tenait derrière la porte, entendit soudain son frère l'appeler, lui disant qu'il lui avait appris la magie. La jeune fille regarda derrière la porte avec incertitude. Lynn lui a alors demandé si elle voulait jouer ensemble. Mais au lieu de répondre, Seri s'est enfuie quelque part à nouveau. Lynn soupira lourdement, pensant que les enfants étaient trop difficiles à gérer. Mais ensuite, après quelques minutes, le bruit de petits pas s'est fait entendre. Seri s'approcha de son frère et lui tendit un livre intitulé « La formule de base de la magie d'une étoile ». Surprise, Lynn lui demanda si elle lisait vraiment ceci à 6 heures, et la fille hocha joyeusement la tête. Il regarda à nouveau la fille, qui souriait maintenant avec enthousiasme. La voix d'Esther lui revint dans sa tête, lui demandant s'il connaissait la signification de cette fleur. Dans un autre souvenir, elle criait joyeusement qu'elle raconterait l'histoire d'une certaine falaise. Lynn se plaignait toujours qu'Esther le traitait comme un enfant. Mais en réalité, il aimait ces moments plus que tout au monde. Seri s'assit sur les genoux de son frère et commença à lui montrer ce qu'elle ne comprenait pas. Lynn a commencé à lui expliquer qu'une maison avec un toit de chaume et une maison en briques sont différentes. Tout dépend des matériaux. En magie, ce rôle est joué par une figure magique.
La forme d'une figure magique détermine l'attribut de la magie. Par exemple, si vous dessinez un triangle, ce sera l'attribut du feu, la forme d'un éventail, l'attribut du vent. Lynn a continué en disant que la prochaine étape est celle des runes. Les runes déterminent l'effet de la magie, et les runes sont des mots magiques. Yule signifie lier et O signifie disperser. Par exemple, si vous gravez la rune Yule sur un carré magique triangulaire, vous obtiendrez un sort de liaison avec l'attribut du feu. Lynn a dit qu'il utilisait en fait des formules mathématiques. Seri lui a innocemment demandé ce qu'était mathématique. Le gars regarda en arrière avec lassitude, tandis que la fille le regardait avec intérêt. Mais il a continué à expliquer quand même, décidant qu'il devait d'abord revoir l'addition et la soustraction. Les serviteurs qui regardaient Lynn enseigner à Seri ont dit que Maître Rain avait complètement changé, et quelqu'un a fait remarquer qu'il ne se souciait pas quand Maîtresse Seri pleurait auparavant. En entrant dans la pièce, la mère de Raina et Kevin sourirent à la vue qui s'offrit à leurs yeux. La femme a dit qu'elle voulait capturer la vue dans un tableau, et pendant ce temps, Seri s'est endormie, confortablement blottie sur les genoux de son frère, qui dormait également. Kevin a dit que l'artiste pourrait ne pas arriver à temps et que Seri est trop timide, donc ce serait peut-être trop. En regardant la table, l'homme remarqua un livre et des notes, et réalisa que son fils enseignait la magie à sa sœur. Il remarqua qu'après son retour de la place, Rain semblait être une personne complètement différente, et la femme était d'accord avec lui, disant que son ton était soudainement devenu plus mature. Elle a demandé avec inquiétude s'il était possible que le vide l'ait possédé, ce à quoi Kevin a répondu que ce n'était pas comme ça. Il a dit qu'il avait eu une expérience similaire. Il a dit que lorsqu'il était encore étudiant, il avait eu l'honneur de rencontrer Lord Lynn. À cette époque, Kevin se vantait d'être devenu un magicien 3 étoiles, mais pendant la guerre, Lord Lynn est passé à 5 étoiles. Vivant à l'époque paisible créée par les héros, Kevin réalisa à quel point il avait été complaisant. Peut-être que Rain avait les mêmes pensées. Après avoir quitté la pièce, la mère de Rain demanda si Lord Lynn était vraiment figé dans le temps. Kevin répondit que c'était vrai, qu'il maîtrisait parfaitement la magie de la glace et qu'il restait le même qu'à 18 ans. La femme lui a demandé de lui en dire plus, ce à quoi l'homme a répondu qu'il ne savait rien d'autre. En se grattant le menton, Kevin remarqua que la glace contenait la magie de Lady Esther. Il a dit que seuls Lord Lynn et Lady Hester auraient pu la provoquer. Il a dit qu'il soupçonnait que cette lettre s'avérait être la lettre léguée par Esther à Lynn, car un jour, il se réveillerait encore. Kevin a dit qu'il pensait que leur fils était un génie. Il a dit qu'il pouvait en outre atteindre le niveau d'un sage, car il avait résolu le carré magique, avec lequel il se débattait lui-même depuis plus d'1 an, et il l'avait seulement regardé. La femme s'exclama avec étonnement et demanda à l'homme si c'était pour cela qu'il était venu prendre le petit déjeuner aujourd'hui. Kevin a dit que c'était vrai et il pensait que c'était peut-être un peu tôt, mais il était temps de lui apprendre leur magie familiale. Rain peut devenir un voleur de mages, qui lit et vole n'importe quelle magie. Ceci n'est autorisé qu'à ceux qui appartiennent à la famille Ludwig. Cette magie n'est disponible que pour leur lignée. L'homme a dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir lui apprendre, ce à quoi sa femme a demandé si c'était si difficile. L'homme a répondu que tout allait bien, qu'il avait déjà une idée. Sous un ciel bleu, un éblouissant champ de tulipes s'étend jusqu'à l'horizon, Cias Tulica. C'est une belle région célèbre pour ses tulipes, et un tiers de ses terres appartient à la famille Ludwig. En se levant pour s'asseoir, Lynn a déclaré que si vous voulez vous développer, vous devez vous fixer des objectifs à moyen et à long terme, surtout s'il s'agit du chemin vers la vérité. Il y a beaucoup à faire pour devenir un mage 7 étoiles, peu importe votre âge, il n'y a pas de temps à perdre. Lynn a placé un morceau de papier devant lui et a dit qu'il devait d'abord appeler le guide. Seri est apparu derrière son frère et lui a demandé ce qu'il faisait. Le gars a marmonné que cela l'irritait beaucoup. Soupirant, il répondit néanmoins, disant qu'il allait appeler un guide magique. La jeune fille demanda à nouveau. Le gars a demandé si lui et elle devaient l'appeler. La fille a bondi joyeusement et a crié qu'elle en voulait un aussi. En regardant Seri tourner joyeusement sur l'herbe, Lynn pensait qu'elle semblait s'amuser. Mais pour une enfant de 6 ans, son discours était un peu maladroit. Y avait-il quelque chose qui n'allait pas chez elle? Après cela, le gars a commencé à dessiner sur la feuille. En regardant sa sœur, il dit que c'était une magie de haut niveau contenant 4 éléments différents, donc seul un magicien 4 étoiles pouvait la gérer. Il n'y en avait que 10 dans le pays en ce moment. Lynn a fini de dessiner les éléments et une lumière vive a brillé sur le papier. Une immense table de lumière jaillit dans le ciel et Seri sauta sur ses pieds en criant de joie. Soudain,
Lin lui saisit la poitrine. Du sang commença à couler de son nez et de ses yeux. Il marmonna que c'était encore trop pour de la magie 4 étoiles. Il pensait que c'était bien que ce soit un sort d'invocation pour un guide et non un sort de combat, sinon il serait déjà mort. Le pilier de lumière s'est dissous dans l'air. Lin a murmuré que ce corps était un déchet. Il commença à essuyer son sang avec un mouchoir et appela Rudien. Un papillon bleu est apparu et s'est posé sur le doigt de Seri. Ce papillon évalue les capacités de l'utilisateur et détermine le pouvoir magique potentiel. Lin a dit que c'était la fonction de Rudien de lui dire quoi étudier et pratiquer. Il a dit que toutes les meilleures runes pour l'apprentissage sont rassemblées ici. Cela peut sembler simple, mais c'est de la magie 4 étoiles. Il a demandé à sa sœur si elle l'aimait, tandis qu'elle regardait le papillon avec un sourire. Seri hocha la tête. La fille s'est enfuie. Lin lui a dit qu'elle devrait maintenant y aller et étudier. Soudain, il se sentit étourdi et faillit tomber par terre. Se tenant la tête, Lin dit que pendant qu'il récupérait ses forces, il invoquerait le deuxième Rudien plus tard. Le deuxième Rudien a été invoqué. Il a montré que l'évaluation de la condition physique, la puissance magique, est de 3024. Lin pensait que c'était le niveau d'un mage débutant et commença à calculer la magie et l'endurance. Le calcul magique était de 77 et l'endurance était de 64. Le gars soupira et pensa qu'il avait un long chemin à parcourir. Mais il a ensuite vu qu'une lignée de magie avait été découverte et qu'elle était considérée comme enseignable. Lin rigola et dit que ce corps n'était pas un déchet complet après tout. Il se souvint que lorsqu'il voyageait avec Esther, un jeune magicien vint à lui. Il voulait prouver qu'il était le meilleur mage de tous les mages de l'Empire et rejoindre le groupe à la place de Lin. Cependant, ses compétences n'avaient rien de spécial. D'un seul coup, Lin aurait pu le vaincre complètement. En regardant le gars vaincu, Lin est devenu encore plus convaincu qu'il n'y avait rien de spécial dans ses compétences. Cependant, les yeux du gars, étincelants d'une lumière vive, ne lui laissaient pas la paix. Soudain, le gars s'est levé et, en agitant la main, a invoqué un énorme pilier de lumière. Lin a pu se défendre et a remarqué qu'avec ses yeux, le gars voyait toute la magie qu'il utilisait. Une bagarre s'en est suivie où ce type n'a fait que contre-attaquer. Lin réalisa alors que c'était le pouvoir de la magie de la lignée de la famille Ludwig, Bel Sidious. En observant simplement le flux de magie, une personne peut déterminer quel type de magie l'adversaire utilise. Et si leurs compétences magiques sont égales, celui qui l'utilise le mieux obtient l'avantage. Cette Bel Sidious est un œil légendaire que seules 3 personnes ont ouvert dans toute l'histoire de l'Empire. Si Bel Sidious est la capacité de reconnaître la magie d'un adversaire, alors Bel Curious est la capacité de la voler. La raison pour laquelle la famille Ludwig est devenue connue sous le nom de voleur de magie est à cause de cet œil. Debout, Lin pensait que le but de l'enfance était désormais atteint. Et il pensait que sans pouvoir magique et sans endurance, il ne deviendrait pas un grand magicien. De retour à la maison, Lin se rendit immédiatement à la bibliothèque, où Kevin le trouva. L'homme lui a demandé s'il était intéressé par la lignée magique de la famille. Il a demandé que c'était bien sûr un peu tôt, mais qu'il aimerait essayer de l'apprendre. Lin répondit qu'il aimerait bien, pensant que cela ne ferait pas de mal d'étudier la théorie au préalable. Kevin répondit qu'à partir d'aujourd'hui, Lin serait son mentor, mais seulement pendant qu'il serait à l'académie, et à son retour, il lui enseignerait personnellement. Lin a de nouveau posé des questions sur Lin, essayant de fouiller dans la mémoire de Rain pour trouver qui elle était. Hochant la tête, Kevin dit qu'elle était une personne merveilleuse, qu'elle enseignait à Delighton, qu'elle avait un grand talent magique et surtout qu'elle était tante Lin, qui aimait son neveu plus que tout au monde. Il a dit qu'il l'avait rencontrée quand ils avaient 6 ans et que quelqu'un était entré dans la bibliothèque. Une fille est apparue dans la bibliothèque, fronçant les sourcils et regardant devant elle. Elle s'est approchée de Lin et l'a regardée attentivement, et il s'est simplement éloigné d'elle. Lin renifla d'agacement et demanda si le professeur de génie Lin Ludwig était venu personnellement pour former un enfant mal aimé. Elle a attrapé le garçon par la tête et lui a demandé d'un ton menaçant s'il était prêt. La fille a demandé au garçon s'il savait qui elle était, ce à quoi il a répondu qu'elle était tante Lin. Se tournant vers la fenêtre, la jeune fille s'exclama qu'il devait désormais s'adresser à elle en l'appelant professeur Lin, le grand génie. Et elle dit qu'elle ne supportait pas les gens lents d'esprit qui ne comprenaient pas au début. Elle le fusilla du regard et lui dit de ne plus lui poser de questions après lui avoir appris une fois. Ainsi commença l'entraînement de Lin dans la magie de la lignée de la famille Ludwig. Elle ne s'inscrivit pas pour qu'elle ne soit pas volée par d'autres mages. Elle ne pouvait donc être apprise que par les membres de la famille.
Eileen soupira lourdement et dit qu'elle allait maintenant faire une démonstration. Puis elle ouvrit ses yeux, qui brillaient comme des étincelles brillantes. En la regardant dans les yeux, Lynn ressentit une sensation étrange, comme si tout son corps était gelé. Ses yeux s'écarquillèrent. Il pensa avec admiration qu'il s'agissait bien du même Bel Sidious. Il s'exclama avec admiration, tandis qu'Eileen fermait les yeux et riait avec suffisance. Puis elle a crié que pour utiliser cette technique, il fallait calculer 3 sorts en même temps, quelque chose dont quelqu'un comme lui ne pouvait même pas rêver. Lynn s'est exclamé qu'il pouvait le faire, ce à quoi la fille a répondu qu'il était trop arrogant. Eileen, satisfaite de la réaction du garçon, écrivit plusieurs formules. C'était une analyse de la magie. En feuilletant les notes, Lynn remarqua que c'était plus théorique qu'il ne l'avait prévu. Si le fondateur de la famille, Ludwig, n'avait pas imposé de restrictions génétiques, Lynn aurait pu en profiter. Se penchant vers son neveu, Alice lui demanda si c'était trop difficile pour lui, puisqu'il ne comprenait même pas ce que cela signifiait, ce à quoi il répondit qu'il avait juste besoin de temps pour comprendre. Alice ne s'attendait pas à une telle réponse, et elle hésita donc à faire l'honneur d'aider. Lynn s'inclina devant sa tante et la remercia de l'avoir guidé, et il dit qu'il allait maintenant le découvrir par lui-même. Alice lui a demandé s'il n'avait pas besoin de conseils, et comme il n'y avait pas de réponse, elle lui a dit de ne pas l'ignorer. Lynn s'est assise à la table et a commencé à lire les notes. Alice s'est mis en colère d'être ignorée, et s'est éloignée en disant qu'il pouvait faire ce qu'il voulait, mais que cela ne fonctionnerait pas de toute façon. Au bout d'un moment, elle s'assit en face du garçon et commença à lire un livre. Lynn a essayé de donner un sens aux notes, et s'est retrouvée bloquée à un moment donné. Soudain, Alice lui arracha le papier des mains sans rien dire. Elle déplaça rapidement son crayon sur le papier, son visage inexpressif. Après quelques minutes, elle a placé le drap sur la table devant le garçon. La fille enfouit à nouveau son visage dans son livre tandis que Lynn la regardait sous le choc. Après un moment, Lynn réfléchit à nouveau, incapable de comprendre immédiatement quoi faire. Et le drap fut à nouveau arraché sous le nez du garçon. Et encore une fois, Alice plaça devant lui la feuille de papier avec la solution écrite. La fille enfouit à nouveau son visage dans le livre. Lynn essaya de comprendre ce qui se passait. Il essayait de comprendre si c'était ainsi que fonctionnait l'éducation magique moderne ou si elle le testait, tandis que la mère de Reina les observait secrètement. Après un certain temps, Alice a annoncé une pause. Elle quitta la pièce et, sur le côté, une voix se fit entendre appelant Reine. Lynn lui a demandé ce qui s'était passé. La femme lui a demandé s'il pensait que tante Eileen était inhabituelle, ce à quoi il a répondu qu'elle était très inhabituelle. La femme a dit qu'Eileen n'était pas vraiment honnête. Elle essayait de tout lui apprendre, donc même s'il savait déjà quelque chose, il devrait lui poser des questions. Elle s'est souvenue qu'Eileen était la même quand elle la suivait, elle et Kevin. Quelques minutes plus tard, Eileen revint et s'assit à la table, enfouissant son visage dans un livre. En levant les yeux, Lynn remarqua que sa tante jetait un œil à ses notes. Lorsque la fille remarqua que le garçon avait remarqué son regard, elle se détourna immédiatement. Mais après un certain temps, lorsque Lynn est revenue aux notes, elle a recommencé à jeter un œil. Lynn pensait qu'Eileen était très ennuyeuse, encore plus ennuyeuse que Seri, 6 ans. Finalement, Lynn a décidé de suivre le conseil de sa mère et s'est approchée de sa tante, en disant qu'elle ne comprenait pas bien cette partie. Eileen a immédiatement jeté le livre de côté et a crié que s'ils ne savaient même pas cela, alors leur famille avait été condamnée, et elle a demandé ce qu'ils ne comprenaient pas exactement. Lynn a pointé son doigt vers le texte sur la page, auquel Eileen lui a immédiatement indiqué comment il devait le résoudre. En riant, elle dit qu'il devrait utiliser cette formule, et qu'il pourrait alors résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Lynn s'est excusée auprès d'elle, et elle a continué en lui demandant ce qu'il faisait avant d'avoir 9 ans. Lynn s'est résignée à son sort et a continué à demander à sa tante. L'enseignement d'Eileen était tel qu'il demandait beaucoup d'efforts, mais grâce à elle, il a considérablement réduit le temps consacré à l'étude de la théorie et a acquis une expérience pratique. Le 10e jour après avoir reçu les instructions d'Eileen, il ressentit une douleur brûlante dans la rétine de son œil. Il sentit tout le sang de son corps lui monter à la tête, le monde devenant lentement rouge sang. Et puis c'est arrivé. Les yeux, rougeoyants, étaient gravés de la marque de la mort. Toutes les informations sur tout ce qui se trouve dans l'univers se présentent sous forme de formules. Lynn a utilisé un sort de feu et immédiatement une boule de feu est apparue sur sa paume et au-dessus se trouvaient des nombres. Lynn réfléchit à ce qu'il réalisa. Aux yeux du jeune sorcier, toute sa magie ressemblait à des chiffres. Il a dit que c'était vraiment incroyable.
Eileen, stupéfaite, demanda au garçon s'il pouvait vraiment y parvenir en seulement 10 jours. Même après une formation spécialisée, il a fallu 7 ans à Eileen pour maîtriser Belcidius. Ils ont dit qu'il faudrait 70 ans pour maîtriser Belcurius. Eileen pensait à la façon dont, en seulement 10 jours, Rain était passé d'une page blanche, ne sachant rien, à l'utilisation de plusieurs sorts à la fois. Elle pensait qu'il pouvait rivaliser avec Lynn, qui était considéré comme un maître de l'invocation simultanée. En le regardant, elle pensa qu'il était peut-être un génie. Eileen est allée voir Kevin, qui a marmonné que son fils avait réveillé Belcidius en seulement 10 jours. La fille a dit à son frère que grâce à Rain, la famille Ludwig pourrait devenir une famille de magiciens de premier plan. Il est vraiment incroyable. Eileen sortit du bureau de son frère en claquant la porte. Kevin a dit qu'en tant que père, il n'avait plus rien à lui apprendre. Après cela, Kevin a appelé Jude et une silhouette noire est apparue derrière le rideau rouge. L'homme a dit à Jude d'envoyer un message à son père. Jude lui a demandé s'il faisait référence à l'ancien chef de famille, ce à quoi Kevin lui a demandé s'il y avait un problème avec cela. L'homme a immédiatement répondu que ce n'était pas ce qu'il voulait dire. Kevin a dit de transmettre une demande pour guider son petit-fils, qui a un talent inné, sur le bon chemin. Souriant, Jude a noté que Kevin avait vraiment traversé le feu et l'eau pour son fils. Il a dit qu'il ferait ce qu'on lui avait ordonné. Kevin a juste souri en réponse. Ainsi se termina le printemps et commença un court été. En regardant par la fenêtre, Lynn pensait que cet été semblait durer environ 1 an. Des nuages sombres recouvraient le continent, des pluies torrentielles jour après jour. Lynn était incroyablement occupé cet été-là. Pendant la journée, il étudiait la magie domestique auprès d'Eileen. À chaque occasion, il enseignait à Ceri les bases de la magie. Et la nuit, il se concentrait sur l'entraînement de sa force physique et magique. Le développement de la magie moderne que Lynn a appris d'Eileen et des livres était vraiment stupéfiant. Et pour Lynn, une personne vivant il y a 300 ans, c'était assez choquant. Il a noté que ces formules complexes ont été simplifiées à un point tel que le temps d'activation a été réduit et la puissance a été considérablement augmentée. Le niveau de magie a considérablement augmenté par rapport à il y a 300 ans. Mais maintenant, Lynn peut perdre contre un mage 4 étoiles moderne. Il pensait que la magie grandissait avec le temps, et avec son état actuel, devenir un magicien 7 étoiles à cette époque est absolument impossible. Il a besoin de force et de connaissances incroyables. Au dîner, Lynn a dit à son père qu'il avait une faveur à lui demander, et Kevin l'a redemandé. Le garçon a demandé à son père de l'envoyer dans la ville des magiciens. Il a dit que cela prendrait environ 3 ans. Les yeux des parents ont immédiatement jailli de leur tête. Tout en mâchant du pain, Ceri a demandé à son frère s'il voulait vraiment aller quelque part, ce à quoi il a répondu oui. Il a dit qu'il pensait aller à la Rose d'Or dans la ville des magiciens, où se trouve la meilleure université de magie d'Elayton. Il a demandé à son père s'il le laisserait y aller. Ceri s'est précipité vers son frère, lui criant de ne pas partir. Kevin a dit que c'était impossible. Il a dit au garçon de penser à son âge, car il n'avait que 10 ans. Il était trop tôt pour quitter la maison. Kevin a dit que les enfants issus de familles magiques entrent à Delaith lorsqu'ils ont 16 ans. Alors il n'est pas trop tard pour aller dans la ville des magiciens. Et il a également dit qu'il avait déjà prévu une réunion très importante. Sortant une lettre de son gilet, Kevin dit à son fils que cette lettre lui avait été envoyée par son père, son grand-père. Eileen, qui était assise à table et mangeait un steak, s'est immédiatement figée avec un morceau de viande dans la bouche. S'étouffant, elle toussa silencieusement et demanda à nouveau à son frère, auquel il lui dit de s'essuyer la bouche avant de parler. Lynn a immédiatement deviné qui pouvait être son grand-père. Kevin a dit que dans leur famille, seulement 3 personnes ont réveillé la cloche Curius. Les pensées de Lynn furent à confirmer, et il pensa qu'il s'agissait bien du motivateur de Bel Curius Scalzi Ludwig. Kevin a dit à son fils que son grand-père le guiderait personnellement à travers Bel Curius. Alice se précipita pour sangloter dans la jupe de sa mère, et Eileen commença à s'essuyer la bouche tandis que l'homme disait à son fils qu'il devait d'abord rendre visite à son grand-père. Après un certain temps, la voiture atteignit un immense manoir. Kevin et Lynn sont sortis de la voiture et ont marché dans les couloirs, Lynn regardant autour d'elle. Kevin a dit à son fils qu'il irait d'abord saluer son grand-père. Après un moment, l'homme sortit de la pièce et appela Rain pour rencontrer son grand-père. L'homme debout près de la fenêtre tourna ses yeux rouges derrière lui. Il leva la main et sortit 2 doigts, autour desquels brillaient les triangles rouges du sort. Soudain, il laissa tomber brusquement sa main, ce qui activa le sort. Lynn fut immédiatement envahie par une sensation inhabituelle. Tout autour tremblait. Les lustres au plafond se balançaient. Les livres commençaient à tomber des étagères.
Lynn se demandait avec peur ce que pensait ce vieil homme. Pendant ce temps, Scalzi n'avait aucune intention de reculer. Sa main brillait encore plus avec le même sort. Lynn décida de mettre ses pensées de côté et de répondre à un tel geste. Il leva les mains et elles brillèrent en bleu. Mais l'instant d'après, le sort de Lynn dans ses mains s'est estompé, comme s'il n'avait jamais existé. L'homme dit que c'était Bel Curious, et Lynn frissonna involontairement en entendant la voix. En regardant l'homme, il remarqua que ses yeux brillaient d'une lumière rouge vif. Scalzi a déclaré que ce sort peut contrôler la magie visible à volonté. Après s'être remise du choc, Lynn sourit faiblement, admirant l'homme. Lynn s'exclama de joie, en réponse à quoi son grand-père lui demanda s'il voulait essayer aussi, tandis que Kevin soupira seulement avec compréhension. Les yeux de Scalzi s'assombrirent, et il dit que maîtriser Bel Curious n'était pas suffisant. Pour l'utiliser correctement, un maître doit le comprendre parfaitement. Il a demandé au garçon à quel niveau il était maintenant. Lynn a répondu qu'il pouvait à peine faire un calcul de vitesse d'un sort de 3e étoile, et il pensait lui-même qu'il pouvait gérer des sorts jusqu'à 5 étoiles. Mais Scalzi a également dit que c'était presque incroyable. Il a dit que, cependant, Bel Curious nécessite une énorme quantité de pouvoir magique. Donc dans son état actuel, il était encore loin de cela. En réponse à cela, Lynn a demandé si c'était simplement un long chemin, et il a demandé si c'était impossible. Scalzi a été pris au dépourvu lorsque le garçon lui a crié de l'emmener à ce niveau. Scalzi a déclaré que son entraînement serait très dur. Il apprendrait donc de la bonne manière. Il a dit que sa première salutation était trop impolie, il s'en est excusé et les a salués. Kevin était sur le point de partir lorsque son père l'a appelé et lui a dit qu'ils pourraient prendre un verre ensemble après avoir confirmé l'aptitude de Rain. Kevin, ne s'attendant pas à cela, se tourna pour regarder son père avec de grands yeux. Scalzi ne regarda pas son fils, mais leva la main pour lui faire signe. Kevin s'inclina profondément devant son père, lui disant au revoir et le remerciant. Après un certain temps, l'hiver est arrivé et la neige est tombée en flocons sur le sol. À ce moment-là, Scalzi et Lynn s'entraînaient à l'extérieur. L'homme leva la main vers le ciel, un éclair brillant brillait dans sa paume, et il s'exclama à son petit-fils qu'il devrait pouvoir utiliser Bel Curious librement. Lynn s'est précipité en arrière tandis que son grand-père lui criait de lancer le sort rapidement et de ne pas le gâcher. La foudre de Scalzi frappa le sol, faisant tomber le garçon, et l'homme cria, demandant à son petit-fils s'il allait simplement rester là et regarder le sort de l'ennemi s'activer. Et Scalzi lui-même pensait avec admiration que ce garçon avait un talent incroyable. Si on lui apprend une chose, il en comprendra 1000, c'est un génie qui maîtrise en une seule fois ce qui prendrait aux autres 1 mois. Il ne reste plus qu'à maîtriser l'utilisation des yeux et à développer la magie. Lynn courait autour de son grand-père en lui disant qu'il devait risquer sa vie dans ses études pour grandir de manière significative. Lynn lui a crié qu'il avait tout compris. Une boule de feu brillante brillait dans la main de Scalzi, et il dit à son petit-fils qu'il allait la libérer maintenant. En regardant son petit-fils, il lui dit que s'il ne pouvait pas esquiver, il mourrait. Lynn posa ses pieds au sol, se préparant à affronter le sort. Se précipitant en avant, Scalzi donna au garçon le signal d'agir. Lynn a crié fort alors qu'il utilisait Bel Sidious, et ses yeux brillaient d'un jaune vif. Pendant ce temps, la boule de feu se rapprochait de plus en plus de lui. Scalzi a crié fort à son petit-fils de se dépêcher. Lynn fixa l'orbe, pensant qu'il devait maîtriser la magie de son adversaire avec Bel Sidious, puis la manipuler avec Bel Curious. La balle se rapprochait de plus en plus, quand soudain une lumière rouge vif s'alluma dans les yeux du garçon. Tout dans ses yeux commença à bouger au ralenti. La boule de feu se désintégra en chiffres. Le grand-père qui se tenait derrière s'est transformé en une silhouette, couverte de chiffres. Les yeux de Lynn s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa qu'il avait pu activer la cloche Curious, l'univers étant converti en équation et introduit directement dans son cerveau. Il pensait qu'il devait désormais modifier les formules de son approvisionnement. Il tendit la main pour commencer à changer le sort. L'information lui est immédiatement venue à l'esprit que le tableau se compose de 2 triangles. Le symbole runique désigné est Rutihen. La portée est de 23 kimitères. La taille est de 17 axes. La solution lui vint immédiatement à l'esprit et un instant plus tard, la boule de feu explosa dans un éclair lumineux. Après avoir fini de lancer le sort, Lynn a commencé à tomber d'épuisement, mais Scalzi a réussi à l'attraper. Respirant lourdement, Lynn a demandé à son grand-père s'il pouvait le faire. Scalzi a répondu en s'exclamant joyeusement que tout s'était bien passé et qu'il ne lui restait plus qu'à renforcer son pouvoir magique. Lynn sourit faiblement tandis que l'homme continuait,
admirant le fait qu'il ait pu réveiller Belle Curious à seulement 14 ans. Scalzi pensait qu'à peine arrivé à ce niveau à 39 ans, ce garçon pouvait réécrire l'histoire de l'Empire. Après un certain temps, lorsque Lynn a repris ses esprits, Scalzi a dit qu'il n'interviendrait pas dans sa vie, mais qu'il voulait lui donner des conseils. Avec un visage sérieux, il lui dit que lorsqu'il aurait 16 ans, il devrait absolument s'inscrire à Daylighton. Lynn ne répondit pas. Il détourna le regard et pensa qu'il n'était plus intéressé. Scalzi lui a dit que s'il obtenait son diplôme de l'université avec le plus haut niveau, il aurait une chance de rencontrer l'archimage Lynn. Lynn a accepté, mais a dit qu'il n'était pas très intéressé et qu'il pensait qu'il était temps pour eux d'arrêter de se moquer des morts. Scalzi a dit qu'il ressentait la même chose, mais le personnage d'Esther a laissé une lettre. N'est-il pas intéressé par ce qu'elle contenait? Lynn se figea sous le choc. Il ne pouvait pas croire qu'Esther lui avait laissé une lettre. Scalzi a dit à son petit-fils que personne n'avait jamais réveillé Belle Curious à 14 ans. Avec ses capacités, il devrait être capable de lire la lettre. À ce moment-là, Lynn était tellement abasourdi qu'il ne pouvait qu'écouter sans rien dire. En regardant en arrière, il pouvait dire que c'était le début. C'est devenu l'histoire d'un voyage sur le chemin d'anciens camarades, à la suite de la lettre d'Esther. Scalzi retourna dans la maison, et Lynn, sortant de sa stupeur, courut après lui. Il restait environ 6 mois avant les examens d'entrée à Daylighton. Alors Lynn a décidé de profiter de cette occasion pour découvrir quoi et où visiter lorsqu'il irait dans le sud. Kevin a demandé à son fils s'il prévoyait de rester dans la ville magique après les examens, ce à quoi il a répondu qu'il y allait, car toutes les connaissances y étaient rassemblées. À la fin de l'année, l'examen d'entrée notoirement difficile de Daylighton a lieu, et ceux qui le réussissent commencent leur premier semestre en mai. L'attention de Lynn a été attirée par une feuille qui tombait lorsque sa mère lui a demandé s'il en était sûr, car il craignait d'être là sans sécurité. Kevin lui a dit que les compétences de Rain étaient exceptionnelles et qu'il n'y aurait aucun danger s'il suivait le chemin connu. En regardant le ciel, Lynn se demandait s'il pourrait un jour appeler cette conversation un souvenir. Le 13e jour de son voyage, Lynn se retrouva dans une petite ville quelque part dans la forêt. Il se retrouva notamment dans la partie sud du Saint-Empire, la région de Jéram, dans une petite ville où se trouvaient de nombreuses tavernes et auberges. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les gens qui passaient portaient des chapeaux en bambou. Lorsque Lynn a demandé à un homme pourquoi tout le monde portait des chapeaux en bambou, l'homme lui a demandé s'il ne connaissait pas la caravane de Lynn. L'homme a dit qu'il y a longtemps, leur premier chef a reçu l'aide de l'archimage Lynn. Il a dit qu'en signe de gratitude, il portait des chapeaux en bambou. L'attention du gars a été attirée par le personnel derrière le dos de l'homme alors qu'il continuait à parler du fait qu'il s'agissait d'un groupe commercial avec une si grande histoire. Roulant des yeux, Lynn se demanda qui était ce premier leader. Peut-être qu'il s'en souviendrait quand il entendrait son nom. Lynn a demandé à l'homme ce que faisaient des poulets aussi respectés dans une si petite ville. L'homme a répondu qu'il y avait un problème sur la route menant à l'autoroute ensoleillée, que des monstres féroces étaient apparus et que des dizaines de personnes avaient disparu. Ils attendent donc que les forces du Seigneur viennent les détruire. Les monstres sont des créatures dont l'essence a été déformée par l'abysse. Ils ressemblent à des animaux mais ont une apparence beaucoup plus grotesque et des capacités magiques dangereuses. Et peu importe combien d'entre eux sont détruits, ils ne disparaissent jamais. Lynn s'éloigna en pensant que tant que ce monstre n'était pas de premier ordre, il n'avait rien à craindre. La nuit tomba et Lynn marcha dans la forêt de bambous. Soudain, il remarqua que quelqu'un l'observait certainement. Cependant, rien n'a attaqué. Peut-être que cette créature a senti la différence de pouvoir magique, comme un instinct animal. Lynn pensait qu'il pouvait s'occuper de ces monstres, mais ce n'était pas son problème. L'équipe Monster Slaying s'en chargera. Lynn continua son chemin, les souvenirs revenant à la vie dans sa tête. Il se souvint qu'Esther avait indiqué un endroit sur la carte, suggérant un itinéraire. Lynn, irrité, écoutait comment il voulait s'arrêter dans un champ de fleurs sur le chemin. Incapable de le supporter plus longtemps, il cria, leur demandant ce qu'ils faisaient. Il leur rappela que 2 groupes de guerriers qui avaient traversé le continent avant eux avaient été détruits en combattant au front. À cause de cela, la ligne de front est au point mort et ils tiennent à peine, attendant l'aide des autres. Frida prit une bouffée de sa fumée, tandis qu'Esther disait qu'elle comprenait tout. Une légion de dragons rouges et jaunes se dirigeait vers le champ de bataille, et tous les puissants mercenaires avaient traversé la mer pour l'honneur et la gloire. Lynn s'exclama qu'il devait également se dépêcher, ce à quoi Esther répondit que c'était pour cela qu'elle disait cela, car maintenant que tous les forts étaient répartis, les monstres commencèrent à courir sur le continent comme s'ils avaient attendu ce moment.
Lynn s'est exclamé qu'ils étaient au mieux de niveau C ou B. Ils n'avaient pas le temps de s'occuper de telles choses. Esther dit au garçon qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui ont désespérément besoin d'aide. Même pour ce qui semble être une bagatelle, cela ne fait aucune différence de demander de l'aide. Couvrant son visage de sa main, Lynn se souvint des paroles d'Esther selon lesquelles elle espérait qu'il grandirait pour aider les gens comme lui. Lynn marmonna que même après 300 ans, ils étaient toujours ennuyeux. Le garçon s'assit pour se reposer, un sort brillant dans sa main. Lynn murmura les mots doucement, activant le sort. Notre sceau, dans sa main, brillait encore plus, prêt à agir. Lynn baissa la main, et le phoque entra dans le sol et se précipita pour trouver le monstre. Le gars est resté assis dans les profondeurs de la forêt nocturne. Finalement, après un certain temps, il entendit un grand rugissement dans sa tête et ordonna au sceau d'amener le monstre ici. Quelque chose a clignoté comme une ombre sombre au-dessus du bambou et quelque chose de lourd est tombé devant Lynn. En baissant les yeux, il remarqua un monstre blanc qui était lié par son sort. Lynn fronça les sourcils et demanda si c'était ce qu'il appelait une menace lorsque le monstre commença à grogner contre lui. En serrant sa main pour que le sort commence à presser le monstre, brisant les os, le garçon lui dit qu'il avait déjà tué d'innombrables membres de sa famille. Le monstre commença à se tordre de douleur alors que son corps était encore plus comprimé. Lynn lui dit qu'il le laisserait partir s'il promettait de ne plus faire de mal aux gens. Tout ce qu'il a reçu en réponse a été un rugissement, et Lynn a dit qu'il ne le comprenait toujours pas. Lynn a laissé derrière elle le corps du monstre, coupé en morceaux, et il a dit que cela n'avait pas aidé. C'était juste par ennui. La frontière entre les régions centrales et méridionales de l'Empire est la crête de Badancio, et dès que Lynn y a mis le pied, il a été immédiatement attaqué par des monstres. Lynn pensait avec irritation à la façon dont cette bête insignifiante osait le regarder de haut. Mais soudain, au lieu du sort du gars, des flèches ont commencé à voler sur les monstres. En se retournant, Lynn remarqua 2 personnes debout au-dessus. La silhouette et la coiffure de l'un d'eux semblaient familières à Lynn, alors il a appelé Case par inadvertance. Les étrangers se sont dépêchés de sauter. Quelqu'un a demandé à Lynn s'il allait bien, et le gars sentait l'alcool. Un jeune homme, qui ne ressemblait pas du tout à Case, a dit à Lynn que des monstres apparaissaient souvent à cet endroit, et il lui a demandé si personne ne l'avait prévenu sur le chemin. Le deuxième inconnu sauta également, demandant pourquoi quelqu'un devait l'avertir. Et il dit avec suffisance que ce sont eux, les descendants du Grand Palais, qui le gardent. Lynn resta figé sur place, écoutant simplement les étrangers et pensant qu'il n'y avait aucun moyen que cela puisse être Case. Se grattant la tête, il a finalement dit qu'il ne savait pas de quelle école il venait, mais il l'avait aidé. Alors il était reconnaissant. Et il a décidé de leur demander si c'était vraiment la chaîne de montagne Badancio. Après avoir échangé des regards, les inconnus ont soudainement éclaté de rire, sans répondre au gars. Un peu en colère, Lynn leur a crié dessus, leur demandant de quoi ils riaient. Le deuxième étranger dit que beaucoup de temps s'était écoulé depuis que cette crête était devenue Kislantine, et il l'appelait toujours Badancio. Kislantine signifie « chaîne de montagne du palais de Caïès ». Après avoir vaincu l'abîme, Caïès semble avoir pris racine ici. Les inconnus ont dit qu'ils étaient des étudiants de l'école de tir à l'arc fondée par Caïs. Ils ont également dit que traditionnellement ce passage est gardé par lui, qui a été reconnu par le directeur de l'école. En regardant les gars ivres, Lynn ne pouvait s'empêcher de rire, pensant « Le tir à l'arc ivre est-il vraiment la matière principale de cette école ? Qu'ont-ils fait pour être affectés ici ?» L'un des gars a mis son bras autour des épaules de Lynn, lui disant qu'il était venu au bon moment, car aujourd'hui était un festival, un jour où tout le monde pouvait boire de l'alcool gratuitement, et il avait besoin de goûter à l'alcool s'il voulait devenir adulte. Il continua en disant que l'alcool était le chemin vers le soleil et la lune, ce à quoi son compagnon fit remarquer avec lassitude qu'il était un homme très cultivé. Le deuxième gars s'est éloigné en disant à son partenaire qu'il ne pouvait même pas penser à sauter son quart de travail aujourd'hui en disant des bêtises, il devait toujours surveiller cet endroit, ce à quoi le premier gars a demandé comment il pouvait laisser ce gamin y aller seul. Attrapant Lynn par la peau du cou, le garçon s'enfuit en criant à son camarade qu'il allait simplement l'emmener à l'entrée du village et revenir. En marchant dans la forêt, le gars a dit que la route était cachée à cause des feuilles tombées, bien qu'ils essayent de les nettoyer, il y en avait une quantité infinie cette année. Le gars a continué à discuter, mais Lynn ne l'écoutait plus, regardant autour d'elle. En écoutant à nouveau le garçon, il l'entendit lui dire que s'il montait les escaliers en bois à partir d'ici, il trouverait la salle d'entraînement. Il a dit que si vous suivez le chemin, vous pouvez arriver au village, et à la bifurcation,
il y avait une pierre qui ressemblait à une pierre tombale. En lisant le nom sur la pierre, Lynn sentit immédiatement son cœur se briser en morceaux et son espoir disparaître. Le gars a demandé à Lynn pourquoi il ne devrait pas faire un vœu s'il allait quelque part. Quand Lynn a demandé à nouveau, le gars lui a demandé s'il ne savait vraiment pas. Et puis il a dit qu'au tombeau de Kayes, les gens font généralement un vœu, demandant protection. N'en croyant pas ses oreilles, Lynn a dit au gars d'arrêter de plaisanter, ce à quoi le gars a demandé pourquoi il plaisantait. D'une voix tremblante, Lynn dit que c'était étrange, car les tombes n'étaient pas construites au milieu de la route, et ce Kayes était un héros. Le gars lui a demandé s'il ne connaissait vraiment pas l'histoire de ce tombeau, s'il était vraiment originaire de ce pays. Il lui demanda s'il savait que parmi les camarades de Kayes se trouvait l'archimage Lynn. Il a continué en disant que c'était un fait bien connu, donc il devrait le savoir, mais on disait que Lynn était très timide, ce qui a choqué la vraie Lynn. Le gars a dit que Kayes croyait que Lynn reviendrait même après la mort. Ils ont dit que si la tombe avait été dans le village, Lynn ne serait peut-être pas venu parce qu'il était gêné. Alors Kayes a demandé à être enterré ici. Lynn se souvenait de ces moments avec Kayes, de la façon dont il se mettait en colère à cause de ses ronflements et de l'odeur de l'alcool. Il se souvenait comment, au milieu de leur voyage, il lui avait enseigné divers symboles. Kayes adorait ébouriffer les cheveux de Lynn, ce qui ne faisait que mettre Lynn en colère et lui crier d'arrêter. Mais maintenant, le gars se tapota involontairement la tête. En regardant la pierre, il se demanda si Kayes savait que cet adieu était pour toujours. Lynn a continué à le nier, pensant qu'il avait promis de revenir. Kayes apparut devant ses yeux, mais lorsqu'il se retourna, son visage commença à fondre, révélant son crâne. Soudain, Lynn s'est retourné et s'est enfui. Comme un fou, le gars accourut à travers la forêt sans prêter attention à la route jusqu'à ce qu'il trébuche. Il tomba au sol, mais ne se pressa pas de se relever, respirant lourdement. Alors que le soleil commençait à se coucher à nouveau, Lynn atteignit la falaise et s'assit sur son bord. Il s'est dit qu'il devait retourner sur la tombe de Kayes et lui dire au revoir. En se souvenant de Frida, il pensa que même s'il était déjà tard, il devait aller lui dire qu'il était de retour. Se souvenant d'Esther, il pensa qu'il devait dire qu'il était désolé. Il vit Kayes devant ses yeux et pensa qu'il devait revenir en arrière et demander pardon. Le soleil se couchait derrière l'horizon, mais Lynn ne bougeait toujours pas de sa place. Il s'allongeait simplement sur le sol. Il se souvient comment Kayes a pu trouver un aigle dans le ciel dans l'obscurité totale. Tous les gars se demandaient comment Kayes pouvait viser alors qu'il était ivre. Lorsque Kayes est revenu de son ivresse, ses mains ont commencé à trembler, de sorte qu'il ne pouvait pas viser. Il se souvint qu'Esther lui avait dit que Kayes n'avait pas de langue et ne pouvait donc pas parler. Il se souvenait à quel point Kayes ronflait bruyamment la nuit, empêchant tout le monde de dormir. En se souvenant de tout cela, Lynn ne put s'empêcher de rire. Mais ensuite, il se souvint de leurs derniers moments ensemble. Mais le gars continuait à rire de plus en plus fort. Bientôt, ce rire se transforma en sanglots bruyants. Lynn leva les mains et en couvrit son visage. Après un certain temps, il se releva du sol et erra dans la forêt. Il marcha vers le village, où il rencontra à nouveau la pierre tombale. En faisant bruisser les feuilles sèches, Lynn s'approcha, un sort rouge vif brillant sur sa main. Serrant les dents, Lynn brisa la pierre d'un mouvement brusque de la main. Des feuilles brûlées s'élevaient dans l'air et se réduisaient en cendres. Mais la pierre resta debout au milieu de la route, comme si elle n'avait été touchée par rien. Le soleil se coucha à nouveau, et Lynn se retourna et s'éloigna, ne faisant plus aucune tentative pour détruire la pierre. Il s'est mentalement excusé auprès de Kayes, pensant que ce n'était pas parce qu'il était timide, et tout ça parce qu'il manque de courage. Il lui manque le courage de les affronter, le courage de les affronter et de demander pardon. Sans se retourner une seule fois, Lynn s'éloigna, sentant le passé s'éloigner encore plus. L'automne dans le sud était tout simplement incroyable. Sous un ciel d'été-automne si automnal, une ville scintillante s'étendait devant Lynn. C'était la ville magique de la Rose d'Or, au centre de laquelle fut construite l'université de Deléten. Ce fier personnage intéressait Lynn de sa vie passée, mais il n'était pas à la hauteur de ses attentes. Partout, on entendait les cris des vendeurs qui essayaient de vendre des livres de magie et des supports pédagogiques. Toutes sortes de charlatans offraient aux gens des outils pour améliorer la magie et des objets rares trouvés dans le donjon. « Toute connaissance passe par la Rose d'Or » est une phrase qui convient au statut de ce lieu où tout se rassemble. Lynn s'est assise à côté d'un des marchands et lui a demandé combien coûtait cet article. Le vendeur a répondu que cela ne coûtait que 10 pièces, ce qui a poussé Lynn à redemander. En souriant,
Lynn a dit qu'il avait payé au moins 80 pièces pour cela à l'époque. Soudain, le vendeur l'appela, lui disant que la cloche avait déjà sonné, ce qui signifiait que l'examen allait bientôt commencer. Lynn s'est dépêché de donner l'argent au vendeur, oubliant presque pourquoi il était venu dans cette ville. Soudain, un cri a été entendu et un homme est passé devant le gars. Les gens criaient pour que quelqu'un attrape le voleur. Le voleur a continué à courir à travers la foule. Lynn pensait que la sécurité ici n'était pas très bonne. Se détournant, il pensa que c'était une grande ville, donc les gardes devraient pouvoir la gérer. Mais ses pensées furent alors interrompues par le fait que quelqu'un lui percuta. Après avoir heurté le gars, la vieille femme a perdu l'équilibre et est tombée au sol. Lynn s'est excusé avec enthousiasme et a dit qu'il devait déjà partir. Il était en retard. La vieille femme murmura doucement que c'était un héritage familial et que son petit-fils en avait besoin pour l'examen d'entrée. Continuant à marmonner, demandant de l'aide, la vieille femme se leva et continua son chemin. Se détournant, Lynn pensa que ce n'était pas le moment, il avait un examen. Mais soudain, il entendit la voix d'Esther qui lui disait de l'aider. S'approchant de la vieille femme, Lynn lui demanda si l'homme lui avait volé quelque chose. Fronçant les sourcils, le gars arrêta la vieille femme et lui dit d'attendre ici. Après avoir poursuivi le voleur, Lynn est monté sur le toit et a volé plus loin avec l'aide d'un sort. Lynn brûlait de colère car il avait encore tant à faire et il le faisait. Un éclair de lumière brillante brilla dans sa main et il dit au voleur que maintenant il allait se transformer en cendre. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une voix se fit entendre derrière lui et la main de quelqu'un toucha son épaule. La fille le repoussa et continua à courir en lui criant de s'éloigner. Elle vola du toit et un éclair brillant brilla dans ses mains levées. Soudain, le voleur ralentit, remarquant que le sable commençait à monter devant lui. L'homme regarda autour de lui avec confusion, se demandant d'où venait le sable. Pendant ce temps, le sable montait de plus en plus haut. La jeune fille a crié haut et fort au voleur de l'autre côté de la rue que voler la propriété de quelqu'un d'autre dans la Rose d'Or était courageux, qu'elle devait lui donner du crédit, mais qu'il avait choisi le mauvais jour. La jeune fille se tenait sur sa tête faite de sable, et sous ses pieds se trouvaient 2 chevaliers de sable tenant une épée. Et elle s'exclama que le voleur était fini aujourd'hui. Elle continua son discours héroïque avec un sourire suffisant, disant que tout cela finirait pour lui aujourd'hui, car il avait été attrapé par nul autre que Christaten. Lynn regarda la fille de haut en bas. Il remarqua sa confiance et le sable tourbillonnant autour d'elle, et il réalisa qu'elle était la gardienne. La famille Varden est située à l'extrémité est de la frontière. Comme la famille Ludwig, elle est l'une des 5 familles de mages. Avant que Lynn ne retrouve la mémoire, ils se sont rencontrés plusieurs fois lors de réunions de famille, la jeune fille lui disant de faire un petit effort pour ne pas vivre comme un perdant. Elle le pointa du doigt avec colère et cria qu'il était un descendant de magicien, même le fils aîné. Elle lui demanda s'il n'avait vraiment pas honte du tout. Lynn l'ignorait à chaque fois qu'ils se rencontraient. Elle agissait toujours intelligemment, alors il l'appelait une nerd. Lynn se demandait comment il se faisait qu'elle portait déjà un uniforme, alors qu'ils avaient le même âge. Et pendant ce temps, le voleur avait décidé de riposter. En utilisant un sort de vent, le voleur a détruit la tour de sable et les chevaliers, faisant voler Christaten. Mais les courants de vent ne s'arrêtèrent pas là. Ils commencèrent à tourbillonner follement le long de la rue, soulevant d'autres personnes dans les airs. L'un des enfants qui étaient là s'est élevé dans les airs loin de sa mère. Mais avant qu'il ne puisse voler loin, il a été attrapé par les racines de l'arbre. À l'aide d'un sort, Lynn, qui était toujours sur le toit de la maison, rendit le garçon à sa mère. Lynn leva la tête et regarda à nouveau le voleur, ses yeux brillants de rouge, activant Belsidius. En regardant le voleur, qui avait d'étranges bracelets au bras, il pensa que ce voleur était un magicien et qu'il avait également un pouvoir magique assez décent. Le regard du gars s'est involontairement posé sur ces étranges bracelets qui scintillaient d'or au soleil. Christaten ne pensa pas à abandonner. Fronçant les sourcils, elle leva à nouveau les mains, activant le sort, et cria au voleur qu'il était très bon pour un voleur. Elle lui a crié d'essayer de bloquer cela, puis elle a rapidement déplacé ses mains, avec un flash lumineux brillant entre elles. Un peu surprise par cette explosion, Lynn remarqua qu'il s'agissait d'une magie 2 étoiles qu'elle utilisait même mentalement. La fille frappa sa paume contre une autre paume, provoquant un éclair encore plus brillant. La ville entière fut secouée, et les habitants ordinaires commencèrent à regarder autour d'eux avec confusion. Derrière la fille, le sol a commencé à se fissurer. Si la famille Ludwig est connue comme des voleurs de magie, alors la famille Varden est connue comme des commandants de magie. Brisant la terre en morceaux,
quelque chose s'éleva de dessous avec un grand craquement. Un golem de sable est apparu derrière la fille, son œil brillant de rouge, et Lynn a pensé que la magie de la lignée de la famille Varden était la magie de la terre. Christaten a demandé au voleur surpris s'il essaierait à nouveau de se vanter maintenant. Mais soudain, les yeux du golem brillèrent d'une lumière rouge différente. Le voleur leva la main avec les bracelets dessous son manteau et cria qu'avec cela, il était invincible. Sa main brillait d'une lumière sombre. Puis quelque chose transperça le golem de part en part. Les yeux du golem s'assombrirent, et il était prêt à s'effondrer comme une masse lourde sur le sol. Mais après cela, les yeux du golem brillèrent à nouveau en rouge, et il ne se soucia de rien. Remarquant cela, Christaten se tourna vers le voleur et lui dit de ne même pas penser qu'il tomberait d'une telle attaque, tandis que le golem se préparait à attaquer sa maîtresse. Le voleur sourit sournoisement, et les bracelets sur sa main commencèrent à briller à nouveau d'une lueur sombre. Mais avant que le golem ne puisse frapper, quelque chose vola dans sa main, la brisant en petits morceaux. Lynn est apparu devant Christaten et a déclaré que s'il montrait son atout si tôt, il pourrait obtenir une contre-attaque. En attaquant davantage le golem, le garçon dit que ce n'est pas parce que quelqu'un a utilisé un sort en premier qu'il a déjà gagné. Lynn ne pensa pas à reculer. Sa main se tordit à nouveau, mais cette fois avec la lumière bleue du sort. Le voleur hurla désespérément, ordonnant au golem de tuer ses enfants. Le golem obéit aux ordres de son nouveau propriétaire et décida de frapper avec son autre main. Lynn, en réponse à cela, a décidé d'utiliser un sort de feu de forme circulaire. Levant les mains vers le ciel, le garçon lança une fontaine directement dans le visage du golem. Christaten, qui, comme Lynn, était trempée, a demandé au gars s'il était un mage de l'eau. Elle a dit que bien que l'élément eau soit l'ennemi naturel de l'élément terre, son golem ne tombe pas d'un sort à une étoile. Et pour confirmer cela, le golem se releva à nouveau, ses yeux brillant d'une lumière rouge menaçante. Le voleur rit comme un fou et demanda comment il pouvait se vanter d'une telle chose. Christaten repoussa le gars et se précipita à nouveau en avant. Pendant ce temps, le golem ne restait pas immobile non plus et, sur ordre de son maître, se précipita en avant. Lynn a de nouveau avancé ses mains, utilisant un autre sort, et le golem fut à nouveau accueilli par un puissant jet d'eau. Christaten, qui était encore une fois derrière le gars, lui a crié qu'il devrait déjà comprendre que cela ne fonctionne pas. L'homme ne s'arrêtait toujours pas et continuait à lui crier d'arrêter de perdre son temps et de mourir. Mais Lynn n'a pas abandonné. Il a continué à utiliser le sort, appuyant sur le golem d'eau. Après quelques secondes, des sons se firent entendre et des fissures commencèrent à parcourir le corps du golem. Remarquant cela, le gars a commencé à pulvériser de l'eau encore plus fort sur le golem de pierre. Le golem recula, puis il remarqua que sa dernière main commençait à s'effondrer sous ses yeux. Cependant, elle était encore suffisamment intacte pour frapper à nouveau, ce que le golem décida de faire. Lynn attrapa Christaten par le col et sauta rapidement sur le côté, la traînant derrière lui. Le poing du golem frappa le sol avec un bruit sourd, le brisant en morceaux. Le voleur a de nouveau utilisé ses bracelets. Lynn pensait qu'il volait la magie de quelqu'un d'autre, mais il ne pouvait pas utiliser la sienne. Christaten, allongé sur le sol, a crié, demandant au gars ce qu'il faisait, parce que c'était dangereux. Mais Lynn s'était déjà levé d'un bond et un éclair de sort brillait entre ses paumes. Christaten remarqua que le sort à une étoile n'avait été lancé que quelques secondes auparavant. Lynn a commencé à transformer le sort, cherchant une solution à cette situation. Le gars a changé la loi du sort. Il a levé les mains et le sort a brillé encore plus. Lynn libéra le sort de ses mains et il rampa sur le sol, le brisant en morceaux. De ces fissures, des racines de plantes ont émergé et se sont enroulées autour du corps du golem. Après quelques minutes, le corps du golem était solidement attaché et pressé contre le sol. L'une des racines glissa sur le visage du golem, brisant ses yeux rouges. Le golem a été neutralisé. Le voleur a voulu se précipiter, mais des racines ont de nouveau jailli de sous terre. S'approchant de l'homme enchaîné, Lynn arracha son bracelet et lui demanda ce que c'était. En y regardant de plus près, le gars s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un artefact, et cela semblait intéressant. Le voleur lui a crié de le lui rendre, ce à quoi Lynn a répondu qu'il l'avait volé. Le gars pensait que voler le contrôle de la magie de l'ennemi était similaire à Bel Sidious. Il y avait 2 cercles magiques gravés sur la pierre, ce qui signifiait qu'il pouvait voler jusqu'à 2 étoiles de magie. Pris de panique, le voleur demanda au garçon qui il était et comment il était capable de lancer de la magie si rapidement. Mais Lynn ne lui répondit pas, et se retourna simplement, s'éloignant et pensant que même s'il le lui disait, il ne le croirait pas. S'approchant de la vieille femme, Lynn lui rendit l'artefact, lui disant de transmettre cette chose.
La vieille femme reprit l'artefact avec des larmes aux yeux, et la foule éclata en cris de joie. Les gens ont commencé à crier des compliments à Lynn et Lady Varden. En entendant parler de Lady Varden, Lynn se souvint immédiatement de l'examen et se figea. Sans prêter attention à quoi que ce soit d'autre, le garçon s'est libéré et s'est enfui. Un inconnu vêtu d'un manteau s'est approché du voleur enchaîné et lui a mis une épée sous la gorge. Puis cet inconnu vêtu d'un manteau s'est approché de Krista, qui était toujours assise par terre. Krista a reconnu l'étranger comme étant le professeur Caroline, qui lui a dit qu'elle avait fait une erreur aujourd'hui. La femme a dit que c'était bien d'avoir confiance en elle, mais qu'elle n'aurait pas dû utiliser le golem si vite. En se levant du sol, la fille a répondu qu'elle savait et qu'elle serait plus prudente la prochaine fois. Et puis, elle a demandé joyeusement au professeur si elle avait vu ce garçon, et a remarqué que sa vitesse de lancer de magie était presque la même que celle du professeur. La femme a répondu qu'il pourrait même être plus rapide qu'elle, mais Krista a ensuite dit que le gars ne semblait pas si fort pendant la sélection. Le professeur Caroline a demandé pourquoi le gars était là s'il était venu pour l'examen. Krista lui a demandé de quoi elle parlait, ce à quoi elle a répondu que l'examen avait déjà commencé. Krista demanda d'un air maussade au professeur s'il y avait une autre façon de ne pas l'accepter. Elle a demandé si on pouvait lui accorder un peu de répit si elle était en retard parce qu'elle aidait quelqu'un. La femme lui a demandé depuis quand elle pensait autant aux autres. En réponse, la fille s'est exclamée qu'une personne comme ce type devrait exister pour rendre les choses plus intéressantes. Et elle a demandé avec un sourire s'il ne serait pas préférable pour l'école d'avoir des personnages intéressants. Le professeur Caroline ne répondit pas à cela, mais accepta bientôt. De retour dans son bureau, Caroline a examiné le dossier de Rain, qui indiquait qu'il n'avait aucune expérience dans les compétitions magiques et aucune réalisation significative dans d'autres domaines. Peut-être est-il un génie prodige qui peut devenir le blanc envoyé du ciel à la famille Ludwig. Mais ensuite, la femme a remarqué que ce type était l'assistant de Scalzi Ludwig depuis 3 ans. Elle fut un peu surprise par cela, car il était un ancien grand magicien et le chef d'Osirius. Peu lui importait que quelqu'un soit son parent, tout dépendait du talent et de la force. Il a impitoyablement rejeté ceux qui n'ont pas réussi à produire des résultats. Le professeur Caroline se demandait s'il n'était qu'un assistant, alors pourquoi était-il qualifié de prodige par les 8 grandes écoles? En pensant à cela, la femme sourit intérieurement.